Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de Politiquement Incorrect. Nous allons parler de la question de santé. Et la santé, vous le savez, est un bien très précieux, tellement précieux que sans santé, il n'y a pas de développement. Pour en parler avec moi aujourd'hui sur le plateau, Claire Hédon de Priorité Santé RFI, bonjour. Bonjour, Avec oui. moi également Sédic Abba, journaliste indépendant, bonjour. Bonjour. Avec moi aussi Julie Owono, journaliste et blogueuse, bonjour. Bonjour. Avec moi enfin Karine Orio qui travaille pour Amina, pour Notre Afrique, pour Africa Numéro 1 également, bonjour. Bonjour, oui. Et avec nous, en fil conducteur aujourd'hui, Amina Yamian, qui est médecin, obstétricienne et gynécologue. Voici le premier sujet dont elle nous parle. Je crois que d'abord les premières victimes en sont les Africains eux-mêmes, hein, ceux qui ont besoin de soins. C'est dramatique. C'est dramatique pour un pays, ou un continent tout entier, que ses ressortissants, ses citoyens n'aient pas accès aux soins. C'est parce que non seulement la personne, elle est malade, et en plus, pendant qu'elle est malade et qu'elle cherche à se soigner dans des conditions plus ou moins difficiles, pendant ce temps, elle ne peut même plus travailler et apporter quoi que ce soit du fruit de son effort. Et concernant les femmes, c'est particulièrement grave parce que quand elles sont malades, pour leur coup, leurs enfants restent en flottaison avec plus de mère pour s'occuper d'eux, les nourrir et s'en occuper. Donc vraiment, les conséquences sont terribles. Et évidemment, dans des pays où chacun ne mange pas à sa faim, chacun n'est pas garanti de ce que sera fait le lendemain, tous les trafics sont les bienvenus. Sédic Abba a écouté le médecin Amina Yamian. C'est presque une fatalité aujourd'hui d'être dans une situation de trafic de médicaments, de trafic de tous ordres sur le continent africain. Oui, on peut dire qu'à un vrai problème, on applique une mauvaise solution peut-être. Le problème de la santé en Afrique est aussi un problème de pouvoir d'achat et un problème économique. Les médicaments, si vous prenez par exemple, vous connaissez que l'une des maladies les plus endémiques sur le continent, c'est le paludisme. Aujourd'hui, certains antipaludins coûtent jusqu'à 27 euros. Ça veut dire entre 18 et 20 000 francs CFA. Vous savez que dans un pays où le SMIC est à 33 000 francs CFA, le salaire interprofessionnel garanti est à 33 000 francs CFA, débourser 20 000 francs pour acheter un antipaludin, ce n'est pas donné à n'importe qui, surtout dans le contexte africain où il y a le père de famille, la mère de famille, il y a 6-7 enfants, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, qui sont des vrais problèmes. Et l'une des solutions, justement, c'est le recours à ce qu'on a appelé depuis quelque temps la pharmacie par terre. La pharmacie par terre, ce sont ces médicaments qui viennent notamment d'Asie du Sud ou d'Asie de l'Est ou de certains pays du Moyen-Orient, qui sont sur le continent, qui sont achetés à 20 francs CFA, à 100 francs CFA, et qui sont vendus par des gens qui n'ont aucune compétence. Parce que être pharmacien, c'est un métier, il faut avoir la compétence qu'il faut. Bon, on se retrouve donc avec ce genre de solutions, et derrière cette pauvreté qui explique cela, il y a un gros business. Lorsque l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD, a fait une opération en 2012, dans 16 ports maritimes africains, elle a recueilli 82 millions de doses de médicaments qui sont des médicaments importés dans des conditions frauduleuses et qui inondent le marché africain. Donc il y a un vrai problème et de mon point de vue, il faut réfléchir à la solution, au vrai problème. Parce qu'il ne s'agit pas, et ça explique toute la difficulté qu'on a eue dans nos pays à interdire les pharmacies par terre. C'est bien d'interdire les pharmacies par terre, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Donc il y a toute une réflexion à développer et de mon point de vue, elle pose un vrai problème. À mon avis, pour moi personnellement, il faut que l'État africain se réengage dans la santé publique. La santé publique n'est pas un business, on ne peut pas la laisser aux mains des privés, même s'il y a un certain mot. Des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale ont dit que non, l'État peut se désengager du secteur de la santé qui n'est pas rentable a priori, mais qui, comme il a été dit, est un secteur prioritaire. Lorsqu'il n'y a pas la santé, il n'y a pas le reste, il n'y a pas le développement. Claire, et donc vous qui, au quotidien sur RFI, dans Priorité Santé, abordez ces questions à la fois avec les médecins et des Africains également qui appellent à l'antenne. Pendant très longtemps, les Africains se sont plaints du fait que c'est à cause des institutions comme le FMI et la Banque mondiale que l'État s'était désengagé, comme le relevait Sédic Abba du Moi, j'ai secteur de très la envie de santé. rebondir sur ce que vient de dire Oui. Sédic, parce qu'il a dit plein de choses importantes. D'abord, sur cette opération douanière qui a été renouvelée en 2014, c'est important de le dire, qui a trouvé des chiffres encore plus exorbitants de faux médicaments. Le drame, c'est qu'au mieux, je dirais, c'est de la
poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire de la farine. On a trouvé des produits toxiques dans ces médicaments, donc c'est excessivement dangereux. Effectivement, par exemple, quand on a un palu, de prendre ce médicament qui n'a aucune efficacité parce qu'on ne soigne pas son palu, c'est la première chose très importante à dire. C'est dit que l'a dit, c'est pas qu'un problème africain, c'est absolument un problème mondial. Ce trafic vient effectivement, une bonne partie d'Asie, arrive en Afrique. Il y en a d'autres qui est fabriqué d'ailleurs aussi sur le continent africain. On dit que c'est un trafic plus rentable que le trafic de drogue. Ça rapporte plus, avec moins de risques, parce qu'énormément de mal à attraper les gens, parce qu'évidemment, il y a tout un parcours qui est fait. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose importante, c'est que Sédic prend l'exemple du paludisme. Moi, je suis très frappée aujourd'hui. Il faudrait prendre l'exemple du diabète, des antihypertenseurs. Aujourd'hui, nous, quand on fait des émissions sur les maladies cardiovasculaires et le diabète, c'est là où on a le plus d'appels d'auditeurs. Et vous l'avez dit, 80-90% de notre auditoire est sur le continent africain. Ils ne peuvent pas se soigner de maladies dont on meurt, comme le paludisme, mais on meurt du diabète, on meurt de maladies cardiovasculaires. Et l'autre point important qui avait été soulevé et sur lequel je veux revenir, c'est vrai, c'est le coût des médicaments. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense aussi qu'il y a eu ce trafic, et surtout, il y a eu des gens pour aller acheter sur ces pharmacies par terre, parce que dans les pharmacies, les médicaments sont trop chers. Donc, travailler sur le coût des médicaments. Il y a des organismes internationaux qui travaillent pour faire baisser le coût des antipaludéens, des médicaments contre la tuberculose, contre le sida. Il n'y a pas grand-chose qui est fait sur les autres maladies, ce qu'on appelle non transmissibles, qui deviennent un fléau sur le continent africain. Donc il y a un problème de moyens et les États ont aussi une part de responsabilité, ça c'est bien sûr. Si la Banque mondiale dit à un État africain indépendant, souverain, vous n'investissez pas dans la santé, il appartient à l'État. Et d'ailleurs, les experts de la Banque mondiale eux-mêmes disent, souvent les pays africains viennent à nos discussions en situation de faiblesse. Ils ne veulent pas, quand on leur dit oui. Non, il faut contre-argumenter en montrant que donc, la santé... Préparer les dossiers en amont. Préparer les dossiers, argumenter, montrer que la santé est un enjeu. Les pays africains qui ont investi dans le développement de l'homme, dans le développement humain, sont les pays qui s'en sortent. Un pays comme la Tunisie, pendant longtemps, n'a pas autant de ressources pétrolières que l'Algérie et la Libye, mais les Algériens et les Libyens viennent se soigner en Tunisie, parce que la Tunisie a investi dans le système de santé, elle a les médecins qu'il faut, elle a le plateau technique qu'il faut, donc c'est ça qu'il faut prendre. Et c'est justement le moment de passer à cette question de la personne, de l'investissement dans la formation des spécialistes, avec ce deuxième magnéto où nous, Amina Yamnian, médecin, nous parle de ce que l'immigration choisie aurait pu représenter à la fois comme avantage ou désavantage pour les pays concernés et la France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un médecin formé dans des pays du Nord, avec un accès aux soins, à la santé qui est assis d'abord sur l'égalité de l'accès, peu ou prou, qui est basé sur l'idée que la santé du citoyen, elle est précieuse à la santé de tout le groupe, et que vous disposez de moyens techniques qui sont de relative bonne qualité, comment faire pour retourner dans des pays où il y a des moyens matériels faibles, dont l'accès est en plus aléatoire à cause de la question de l'accès à l'énergie, dont la maintenance est à revisiter en permanence parce que justement il n'y a pas de gens, de techniciens formés d'un suffisamment bon niveau pour maintenir un parc médical de qualité. Comment voulez-vous que ces pays puissent attirer leurs propres enfants nés sur le territoire, fussent-ils partis faire leurs études ailleurs? Sédic Kaba, tout à l'heure, vous insistiez sur le fait qu'il faut investir sur le potentiel humain, sur le matériel et que les États africains... Et là, on revient à peu près à ce que disait Nicolas Sarkozy dans sa campagne il y a quelques années. Il y a plus de médecins africains en France qu'en Afrique. Oui, c'est exact, c'est tout à fait exact. Et les difficultés qu'il y a ont été soulevées. Et il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui ont choisi de rester ici. Parce qu'ils ont beau avoir le patriotisme, la fibre patriotique qu'il faut, s'ils rentrent au pays pour ne pas pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, c'est un vrai problème. Et il ne s'agit pas pour un gynécologue ou pour un cardiologue. J'ai le souvenir d'un subsaharien qui est ici, qui pose les pacemakers, si je ne me trompe, et qui, une fois rentré au pays, ne pouvait pas mettre en œuvre, a dû revenir. Donc il y a des difficultés réelles qui sont liées à ça.
il y a des difficultés sur le plan de la rémunération. Est-ce que je peux vous interrompre là-dessus, Sédic? Parce qu'il y a quand même des exemples de médecins qui ont eu le courage de revenir. Absolument. Je pense à un exemple du professeur Roland Guetta, qui est cardiologue à Abidjan, qui est venu se former sur la pose de stent, qui est ce qui permet justement, en cas de crise cardiaque, de, je dirais, un peu déboucher les artères pour que le sang circule. Je vous fais un petit résumé. Il est rentré à Abidjan. Il a réussi à obtenir que l'État finance l'Institut de cardiologie et à poser des stents. Il y a des gens qui... Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas jeter la pierre sur ceux qui le font, mais il y en a qui y arrivent. Je pense à Massamba Diop à Dakar. Il y a des gens qui arrivent à rentrer, à mobiliser leur pays et à travailler dans leur pays. Il faut absolument qu'ils rentrent. Il faut absolument qu'ils rentrent. Quand vous prenez, et ça amène à soulever la question de la formation et des ressources humaines. Quand vous prenez un pays comme le Niger, qui a moins de 30 gynécologues, avec 17 millions d'habitants, comment voulez-vous mettre en œuvre un programme de maîtrise des naissances? Aujourd'hui, le Niger affiche le taux de fécondité le plus élevé au monde, avec 8,9 enfants par femme, que le pays ne peut plus nourrir. On veut mettre en œuvre des programmes de soins de santé, etc., alors qu'on n'a pas de gynécologues. Un pays comme l'Éthiopie, jusqu'à récemment, avec 77 millions de personnes, avait 2 oncologues, 2 spécialistes du cancer. Donc, il y a un besoin de formation, un besoin d'investissement dans les ressources humaines. Il faut les former. Il faut convaincre, il faut créer aussi des incitations pour que ceux qui sont formés et qui vivent puissent revenir. Des incitations, elles peuvent être sur le plan salarial, sur le plan de l'accompagnement. Un médecin dans certains pays africains touche 220 € par mois. 150 000 francs. Ce n'est pas dans certains, c'est en gros le salaire dans l'hôpital public en général en Afrique. 220 € par mois. C'est qu'il peut gagner en 2 ou 3 consultations ici. Donc, ce n'est pas simplement, pour moi, en tout cas, ce n'est pas simplement parce que ces gens sont apatrides. Il faut les inciter, il faut les accompagner, il faut mettre en œuvre des mesures incitatives. Et de mon point de vue, c'est important. La sécurité de l'Afrique est importante. On en parle tous les jours maintenant avec le mouvement terroriste. Mais la santé, à mon avis, est primordiale et il ne faut pas qu'on rate ce coche-là. Julien Owono, tout à l'heure, vous releviez sur Ebola qu'il n'y a pas suffisamment de coopération. Est-ce que ce n'est pas le lieu de dire que l'Union africaine devrait par moment, si chaque pays n'est pas capable de mettre sur pied une politique nationale, avoir au moins des pôles régionaux C'est exactement le sens de l'intervention que je voulais faire à la suite de cette très pertinente de Sédic. Oui, l'Union africaine est désespérément absente de ces questions-là, ou pas suffisamment présente. Alors que, comme on le voit, il y a un besoin humain, il y a un besoin, politique, du fait que peut-être certains de ces États-là ne sont pas en mesure de réfléchir à comment anticiper sur les menaces épidémiques et plus globalement les questions de santé publique. Donc oui, il y a un besoin pour l'Union africaine de se saisir de ces questions-là, mais malheureusement, quand on parle de l'Union africaine, on en revient toujours au même problème qui est de celui de ses moyens d'action. Parce qu'elle-même, elle est la première à se plaindre de ne pas avoir suffisamment de moyens pour fonctionner. Parce que les États ne cotisent pas toujours, forcément. Et les États, effectivement, on est dans une espèce de serpent qui se mord la queue. Mais en parlant de ceci, je voulais quand même revenir à quelque chose que Claire a dit tout à l'heure, et un lien aussi avec ce que Karine, excusez-moi, disait tout à l'heure, sur... Pourquoi est-ce que je parlais de nécessité de réfléchir à une santé publique endogène, c'est-à-dire réfléchie par des Africains, mais à la lumière de l'environnement africain? C'est, je pense, quelque chose d'assez fondamental. Je veux dire, on ne va pas faire de la médecine de la même manière dans une zone tempérée comme on la ferait dans une zone tropicale. Je veux dire, cela dit, il y a quand même des fondamentaux. Bien sûr, quelle que soit la zone du globe où on se trouve. Bien sûr, mais néanmoins, il y a nécessité de voir aussi l'environnement dans lequel on est. Quand je dis ceci, je pense à ce que Karine disait sur la médecine dite traditionnelle. Il y a certaines de ces techniques dites traditionnelles qui ont inspiré des plantes notamment, qui ont inspiré des grands groupes pharmaceutiques. Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance, peut-être qu'on considérait ancestrale ou je ne sais pas, mais en tout cas il y a une connaissance empirique qui peut être rentrée dans le chemin scientifique, mais en le faisant à la lumière de l'environnement africain et pour les populations africaines. Pourquoi je dis que c'est important? C'est parce que, d'une part, il y a le problème des médicaments qui sont très chers, parce que quand on pense à des grands groupes qui vendent à des prix, on en parlait tout à l'heure pour le paludisme, à des prix faramineux des médicaments qui sont pourtant
nécessaires aux populations africaines. Je pense que si on développait, dans le cadre d'une politique de santé publique, on en revient encore à cette question-là, si on développait de la recherche scientifique sur ces méthodes dites traditionnelles aujourd'hui, je pense qu'on réglerait déjà une partie du problème. Et Julie, vous parliez de l'Union africaine. Si l'Union africaine, si les pays africains se mettaient ensemble pour négocier avec l'industrie pharmaceutique, et non pas négocier pays par pays, ils auraient un poids extraordinaire pour faire baisser le prix des médicaments. Absolument. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a un scandale de médicaments. Régulièrement, des auditeurs nous disent « mais le médicament là que je suis en train de payer à Abidjan, il est plus cher qu'à Paris ». Comment ça se fait? Si les pays travaillaient ensemble, ils obtiendraient de l'industrie pharmaceutique des prix beaucoup plus intéressants. Parce que l'industrie pharmaceutique a parfaitement compris que l'Afrique était un marché potentiel énorme. La croissance en Afrique, qui est une moyenne de 6%, et si à 6%, on sait très bien que ce n'est pas le Mali qui fait ça, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont à plus de 10%. C'est un marché qui va être rentable pour l'industrie pharmaceutique. Il faut maintenant que les pays travaillent ensemble, mais comme on devrait dire en Europe, comment ça ne se fait pas en Europe qu'on ne négocie pas ensemble avec l'industrie pharmaceutique pour obtenir des prix plus bas. C'est que le poids du nombre qui fera qu'ils baisseront leur prix. Donc je pense qu'il y a aussi ça sur le travailler ensemble. Oui, bien sûr, il y a évidemment, et c'est pour ça que l'Union africaine est fondamentale là-dessus. Quoique sur le prix des médicaments, je pense qu'il y a encore un autre stade, une autre dimension, qui est celle de la négociation à l'OMC sur les accords ADPIC, qui sont un scandale. Je pense que sur ça, voilà. Donc, mais même sans aller jusque-là. Même sans aller jusque-là, fois d'accord sur la question des brevets, c'est un obstacle aux soins en Afrique parce que les médicaments sont trop chers. Mais il y a plein de génériques quand même. C'est-à-dire, il y a J'allais en venir à ça. Voilà, il y a quand même moyen. Enfin, franchement, moi, je suis choquée. Je reviens, alors c'est pas l'Afrique, mais là je reviens des Philippines. Ils ont découvert que leur traitement contre le cancer était un des endroits où c'était le plus cher. L'industrie pharmaceutique leur vendait plus cher qu'en Corée du Sud, Philippines. Enfin, je veux dire, mais c'est scandaleux. On trouve exactement la même chose sur le continent africain. Il faut se battre aussi avec l'industrie pharmaceutique pour faire baisser les prix. Et il y a moyen, franchement. Moi, je veux juste rebondir sur ce que vous aviez dit justement sur l'industrie pharmaceutique. Ce qui est curieux quand même, c'est qu'ils retroussent les manches quand il faut aller combattre la contrefaçon. Parce qu'effectivement, ils sentent leur intérêt qui est menacé. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi justement nos gouvernements, n'est-ce pas, ne tapent pas du poing sur la table en disant « Maintenant, ok, vous agissez contre la contrefaçon, ça nous fait mal à tous, mais il y a aussi là-dessus, ça, c'est une vraie question que j'aimerais vraiment qu'ils entendent, parce que c'est pas possible. Il n'y a aucune fatalité là-dessus. Lorsque les médicaments contre le sida avaient commencé, les antirétroviraux, ils étaient à, je sais pas, à des milliers de dollars. Tout à fait. On a créé le rapport de force par la mobilisation. Aujourd'hui, ils sont à 120 dollars l'année, etc. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il faut créer le rapport de force nécessaire pour imposer à l'industrie pharmaceutique qui n'est pas dans la philanthropie. Si on dit qu'on va attendre le jour où ils auront décidé de vendre moins cher en Afrique, on attendra longtemps. Il faut créer, comme a dit Claire, des rapports de force en se mettant ensemble. Un moment dans les pays, dans nos différents pays, on avait décidé de créer des groupements d'achat de médicaments, des centrales d'achat de médicaments. Il faut qu'on les fasse à l'échelle sous-régionale, à l'échelle, etc. Pour imposer, justement, mais par pays. Il faut que ce soit plusieurs pays. Que ce soit plusieurs pays qui se mettent ensemble. Parce que si on se met ensemble, le Nigeria avec 170 millions d'habitants, le Niger 17 millions, le Cameroun 30 millions, ce marché de 130 millions, on crée un rapport de force qui va faire un industrie pharmaceutique. Mais faut-il encore qu'on se mette ensemble? Mais pour cela, il faudrait, par exemple, je pense que l'Afrique du Sud aujourd'hui produit aussi des génériques. Alors oui, là, je trouve que vous soulevez quelque chose de très intéressant, Louise. C'est vrai qu'il faudrait aussi qu'il y ait des productions en Afrique et des productions de génériques. Ça, je pense aussi que c'est important. L'Afrique du Sud commence à le faire. Il faut qu'il y ait d'autres pays qui le fassent. Ça, je suis parfaitement d'accord. Il y a des tentatives. Je ne sais pas très bien où ça en est encore. Mais bien sûr qu'il faut aussi qu'il y ait une production locale. Julie Honor? Oui, alors sur la nécessité de se mettre ensemble, je pense que l'Union africaine et les pays qui la composent souffrent aussi d'un mal qui est pour moi assez scandaleux pour un continent comme celui dont on parle, qui est justement de ne pas faire confiance aux idées neuves, à la jeunesse en particulier. Parce que aujourd'hui, si on regarde les débats... Et quelles idées, selon vous, sont neuves et suffisamment porteuses pour représenter des tendances en matière de soins sur le sécurité sociale, bon, c'est pas neuf, mais porté par des... Et a été avancée, elle a abouti il n'y a pas très... Elle a abouti, je sais pas, il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais je voulais vous prendre un autre exemple. Je pense au Cameroun, un pays comme le Cameroun, où il y a un jeune homme qui a développé une tablette, une idée vraiment... simple, on pourrait dire, mais il fallait quand même y penser, une tablette qui permet de prendre les mesures cardiaques de patients qui sont dans des villages qui n'ont pas accès à des médecins dont on parlait tout à l'heure.
Mais aujourd'hui, quel est le soutien qu'il a du gouvernement camerounais? Mais de l'autre côté, C'est ça. Et alors moi, je c'est ça le demanderais scandale. derrière, je n'ai pas le chiffre là en Ouais. tête sur le Cameroun, je l'ai sur d'autres pays. Quelle est la part du PIB consacrée à la santé au Cameroun? L'ensemble des pays africains à Abuja s'était en 2000 engagés à 15% de leur PIB consacré à la santé. Aucun n'atteint ce chiffre. Il y en a encore qui sont à 5%. Donc voilà, je ne sais pas exactement, je n'ai pas en tête le Cameroun à combien ils sont. Mais voilà pourra pourquoi on en dire n'avance de pas. même- On pourra en dire de même de l'agriculture. On Oh, pourra- bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien bien sûr. sûr. 10%, Oui, oui, c'est- évidemment. Mais l'autre question qui m'intéresse également, c'est celui des évacuations sanitaires. Tout à l'heure, Cédric parlait des Maghrébins qui vont se faire soigner en Tunisie, les pays voisins qui y vont. Mais aujourd'hui, les pays qui en bénéficient le plus, ce sont surtout les pays européens. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, par moments les États-Unis, voire Parce que ça d'autres coûte pays. très cher. Aujourd'hui, c'est quand même un manque à gagner important Ah oui. pour l'Afrique et qui pourrait être investi dans justement les questions de soins. Alors, moi, sur ces questions d'évacuation sanitaire, je serais plus dure, c'est-à-dire que je pense que tant que les chefs d'État africains viendront se faire soigner en France pour l'Afrique francophone, en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour l'Afrique anglophone, on n'arrivera pas à avoir des soins corrects Tout sur à le fait. continent africain. Parce qu'il faut qu'ils réalisent l'état de leur système de santé. J'ai des exemples absolument tout le temps de ça. Je pense que c'est un problème majeur. Le truc qui est intéressant, c'est sur les maladies cardiovasculaires. Parce que là, très souvent, quand il y a un infarctus, je dis, il n'y a pas le temps d'être rapatrié. Donc là, il y a quand même pas mal de chefs d'État qui ont compris qu'ils avaient peut-être intérêt à investir dans les soins cardiovasculaires dans leur pays. Parce que l'exemple, je vous redonne le même exemple du professeur Roland Ngueta. Il a sauvé la vie, là, tout récemment, d'un Français qui est arrivé à temps dans son centre à Abidjan pour le poste de stade. Il n'aurait pas pu être rapatrié, tout Français qu'il est. Tout moyen sanitaire qu'il y a de rapatriement, il n'aurait pas été sauvé. Le temps d'avion est beaucoup trop long quand il y a un infarctus. Donc moi, cette question des rapatriements sanitaires, en fait, me met plutôt en colère. Parce que je pense qu'il faut absolument maintenant que les élites se fassent soigner dans leur pays pour que la santé avance dans ces pays-là. C'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, vous avez le souvenir des chefs d'État qu'on a évacués, qui sont Et qui morts sont dans morts. l'avion. Absolument. Parce que justement, s'ils On avaient pourrait citer pensé... le Togo, même Oui, si bien on- sûr. S'ils avaient pensé des systèmes de santé, peut-être qu'ils auraient eu le premier soin qui permettent qu'ils fassent les 5-6 heures de vol pour venir. Donc, il y a absolument un besoin parce qu'on ne peut pas en même temps être dirigeant, appartenir à l'élite, envoyer sa femme accoucher en Europe, envoyer son fils se soigner le rhume en Europe. Ça, c'est un vrai problème. D'un point de vue même de la logique économique, lorsqu'on fait le somme de l'argent qu'on investit dans les évacuations sanitaires, demandez aux énorme. hôpitaux, demandez à C'est l'assistant énorme, public, bien sûr. les arriérés Les que nos hôpitaux pays de ont, Paris. Bien ou sûr. les hôpitaux de Paris. L'argent qu'on dépense pour évacuer les malades africains aurait pu nous permettre d'acquérir du matériel de qualité sur place dans nos hôpitaux. Prenez l'exemple de la néphrologie, les questions d'insuffisance rénale, qui aujourd'hui prennent une certaine ampleur en Afrique. Pendant longtemps, dans la plupart de nos pays, il n'y a pas de centre de dialyse. Dès que quelqu'un a une insuffisance rénale, ou on le laisse mourir, ou on l'évacue s'il a des relations dans sa famille. Alors qu'on aurait pu acheter du matériel au lieu d'évacuer les gens. Donc, du point de vue même de la logique économique, ces évacuations sanitaires posent un problème économique. On perd de l'argent en évacuant les gens alors qu'on aurait pu développer localement. Maintenant, il y a tous les autres aspects. Vous savez que... Et sur cette Mais logique c'est- économique, est-ce que je peux dire un mot? C'est que le jour où les dirigeants comprendront qu'investir dans la santé, c'est rentable, c'est-à-dire que ça rapporte, parce qu'une population en bonne santé Bien est beaucoup sûr. plus productive, on avancera. C'est exactement ce que je veux dire. Maintenant, il y a toute la mafia des évacuations sanitaires, comme vous savez. Oui. En théorie, il y a une commission nationale qui valide les évacuations, mais dans la la pratique, réalité, si vous appartenez à la famille de tel ministre ou de tel directeur général, Vous êtes plus avez facilement de évacué. chances d'être évacué Mais- que quelqu'un qui est sérieusement malade. Mais ceci dit, il faudrait peut-être aussi qu'on pense peut-être à un petit État qui, on peut critiquer beaucoup de choses, mais je pense par exemple à la Guinée équatoriale, où il y a un grand centre médical qui a Construit par les Israéliens. construit d'ailleurs. par les Israéliens, Avec où il une y a pharmacie beaucoup de, juste à côté. de médecins israéliens. Et d'ailleurs, je crois à la grand-mère de Barack Obama avait Tout été à fait. opérée en 2013. C'est peut-être un signe que certains des pays subsahariens, par aisance, effectivement, en termes voilà, où se faire soigner en cas d'urgence, et puis aussi pour ne plus trop dépendre, aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, mais quand un chef d'État a son dossier médical connu par l'ancienne puissance coloniale, voilà, J'espère qu'il y a une confidentialité. Les médecins, là, moi, je défendais les médecins. Secret Honnêtement. médical. Le Oh, secret quand médical. même, non, quand même. Non, mais moi, je Non, suis, il y a- entièrement il y a- d'accord avec il y a Julie. Il Parce y a le que secret médical, Oui, mais il y a mais aussi quand la c'est une capacité des personnalité, services de c'est la renseignement. sécurité Vous savez nationale. ce que Oui, ça, oui. Bernard Debré a dit.
qu'il a raconté cette anecdote où, dans une enquête qui a été faite par un de nos confrères, où les gens sont venus, quasiment des gens des services secrets, ils lui ont quasiment dit la maladie de la personne, lui demandant de confirmer. Il s'est abrité derrière le secret médical. Donc ces gens, ils peuvent voler les ordinateurs des médecins, ils peuvent fouiller pour donc avoir... je pense que c'est aussi peut-être quelque chose à mettre en exergue suffisamment pour nos chefs d'État, parce que c'est vrai, vous allez vous soigner ailleurs, votre dossier médical, il est ailleurs, il n'est pas chez avec vous. ça, la population, elle a le droit de savoir aussi comment on va faire. Et elle a le droit, et bien sûr, Non, et mais je ça- pense que c'est ça- même bah, la chez nous, on est première, mal placé première pour des dire raisons. tout à fait. La première des bien raisons. planqué. Quand Oui. on voit en Algérie un chef d'État comme M. Xerxes Bouteflika, pour le citer, oui. voilà, enfin, ça pose quand même quelques questions. Dans un pays où la majorité a moins de 25 ans, je crois, je pense que c'est assez problématique. Mais ceci dit, l'exemple de la Guinée équatoriale, et je reviens là-dessus, montre que c'est possible. C'est-à-dire que c'est qu'une question de volonté Cela dit, Et de volonté cela dit, politique. De volonté bien politique, sûr. bien sûr. Cela sûr. dit, les évacuations sanitaires, quand on y songe, c'est pas forcément vers l'Afrique. Hein. On pourrait parler de la Non, Tunisie, ben on non, pourrait parler justement. de Ah ben la non, Guinée non, équatoriale, tout à fait. on Pour pourrait mais parler vous de le disiez l'Inde, tout à l'heure. De plus en plus. Oui, De plus en plus, ces évacuations se font ailleurs qu'en Europe à cause des difficultés de visa. tout à fait. Mais Souvent, pas souvent, pour les c'est- élites, ceci pas dit, pour pour les les Oui, les pas pour personnes, celles qui parce que l'art, citoyens. Comme en toi ou plus, moi. ceux qui Voilà. il y a les élites, mais il y a aussi des citoyens comme ça qui sont évacués parce que la commission médicale a donné son accord, qui sont évacués sur le budget de l'État. Et souvent pour ces personnes-là, et il y a des personnes aussi qui partent se soigner parce qu'elles ont les moyens. Chez les populations, la perception de l'importance de la santé est beaucoup plus importante, à mon avis, que chez les politiques. Parce que moi, j'ai vu des gens vendre leurs biens, le bien immobilier, vendre leur voiture, pour se faire évacuer, pour aller se soigner, mettre 10-15 millions. C'est souvent ces personnes-là qui peuvent avoir des problèmes de visa, à mon avis. Il y a donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le flux d'évacuation s'est diversifié. Avant, c'était vers la France. Avant, c'était essentiellement vers la France, à partir des anciennes puissances, des anciens pays coloniaux. Mais aujourd'hui, c'est vers la Tunisie, c'est vers le Maroc, c'est vers l'Inde, même vers oui, l'Inde. oui. Vers De l'Inde. plus en plus de Congolais Oui, vont tout à fait. vers l'Inde. En pour se Afrique faire du Sud soigner. aussi. En Afrique du Sud, bien sûr. Tout Oui. à fait. Karine Oriot, Oui, un mot là-dessus justement, enfin, les évacuations sanitaires, sans même aller jusque-là, moi je reviens toujours à ma notion de zone urbaine et zone rurale, où effectivement une femme qui Les n'a pas les déserts moyens, médicaux. voilà, les déserts médicaux, où effectivement une femme doit faire je ne sais combien de kilomètres pour trouver un médecin, où des femmes meurent encore d'accouchements difficiles. Enfin, c'est juste pour moi, c'est des aberrations. Et quand ces élites-là, je trouve quand même que c'est la limite. C'est là où je me dis effectivement, il n'y a pas de volonté politique, mais comment est-ce qu'on montre à son peuple qu'on est tellement patriote quand on va se faire soigner ailleurs? Enfin, c'est une insulte envers son peuple. Moi, je pense que rien que pour ça, on devrait avoir des manifestations tous les jours, parce que ce n'est pas normal. On a des médecins, on a des cancérologues qui sont africains d'ailleurs. Et donc, c'est pas normal que cette élite politique, justement, en profite. Les évacuations sanitaires sont pour moi une mafia. C'est pareil, vous le disiez tout à l'heure si bien, c'est réservé à une certaine élite. Tout le monde ne peut pas bénéficier d'évacuations sanitaires. Est-ce que c'est fait effectivement sur le principe du diagnostic? Est-ce que c'est vraiment fait là-dessus? Parce que les personnes qui viennent, j'aimerais avoir les chiffres là-dessus. Quelles sont les personnes qui viennent? Pour quelle maladie? Et puis enfin, vous disiez tout à l'heure qu'ils vont de plus en plus se soigner ailleurs. Encore une fois, comme elle l'a dit tout à l'heure, la Guinée équatoriale l'a fait. J'espère qu'on va avoir d'autres pays qui vont y penser, la Côte d'Ivoire, mais en commençant effectivement par la sécurité sociale. Je pense que ce serait déjà une première étape. Et Karine, vous avez soulevé quelque chose de très important sur la question de la mortalité maternelle. Les chiffres, c'est encore 280 000 femmes qui meurent de grossesse ou d'accouchement dans le monde. C'est les chiffres total, mais il y en a une bonne partie quand même qui sont sur le continent africain. Moi, il y a autre chose qui m'agace aussi beaucoup là-dessus, c'est qu'on dit, moi j'entends beaucoup dire les femmes, franchement, en Afrique, elles ne sont pas raisonnables, elles ne font pas suivre leur grossesse. Je suis exaspérée par ce discours, c'est pas vrai. Les femmes, elles ont tout à fait envie, elles ont beaucoup de bon sens, elles ne sont pas bêtes, elles ont envie d'accoucher dans de bonnes conditions, elles n'ont pas envie de mourir en accouchant, mais elles ont tout à fait conscience des risques. Et effectivement, elles ont des difficultés, et ça c'est très vrai en zone rurale, mais on sait que c'est aussi vrai dans les grandes capitales, pour accéder aux soins, parce que d'abord le centre de soins est loin, pour avoir un centre de soins avec des soins de qualité pour l'accouchement, et très souvent elles me disent, mais moi je sais bien qu'il faut que j'aille dans le centre de soins, mais sauf que c'est beaucoup trop cher. Exactement. Mais ça coûte 10, 20, 50 $, j'ai pas les moyens. Quand le Sénégal dit la césarienne est gratuite au Sénégal, je vais dans un centre de santé, j'essaie de comprendre un peu, on me dit ah ouais mais il y a quand même un kit césarienne. Ah bon, le kit césarienne coûte combien? 50 €. 50 €, c'est pas gratuit. Oui, 50 €, c'est le salaire moyen pour une famille. Je veux dire, donc il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et donc
c'est vraiment, je trouve que ce que vous soulevez là est super important et à mon avis, on devrait, nous femmes, mais se révolter. Je suis d'accord avec vous. Franchement. Juste pour finir, quand vous savez qu'au Cameroun, à Yaoundé par exemple, quand vous allez dans n'importe quel hôpital public, vous êtes en train de perdre les os, on vous demande d'abord de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas, le plus important, c'est pas vos douleurs ou tout votre état. C'est d'abord de poser l'argent sur la table et ensuite on négocie. Et vous êtes obligé de négocier avec tout le monde, l'anesthésiste, l'infirmière, vous négociez avec tout le monde. C'est scandaleux. Et dernièrement, il y a un problème éthique. un problème éthique. Et pour parler du Cameroun, il y a quelques jours, il y a une jeune femme détenue par ailleurs, parce que ça, c'est un autre problème Ah oui, aussi, tout à fait. conditions de santé des détenus, qui est morte en couche, justement parce que par manque de moyens. Mais sur la question de la prise en charge des femmes enceintes et de leur pathologie, enfin en tout cas des complications liées à la grossesse, je pense que en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait de faire confiance un peu à la jeunesse qui essaie d'être un peu créative et de répondre un peu à ses besoins sociaux, je pense à des jeunes ivoiriens, pour ne citer qu'eux, qui ont par exemple imaginé vraiment une application assez simple, encore une fois, mais accessible, qui permet à des femmes, y compris en zone rurale, parce que ce sont des applications qui fonctionneraient également sur des téléphones non intelligents, entre guillemets, qui permettent à ces femmes-là d'avoir un suivi, de connaître déjà les dates à l'avance importantes de leur suivi de grossesse, de savoir quel type d'examen il faudrait qu'elles fassent. Et bon, si je ne m'abuse, après il faudrait que je revérifie, mais je pense que cette application permet aussi d'être en lien avec des médecins dans les centres de santé qui sont proches en tout cas des zones assez reculées. Je pense que c'est pour suppléer, c'est une espèce d'ersatz malheureusement, mais heureusement qu'il y a ça. Il faudrait encourager un peu plus cela. En attendant qu'on sorte l'artillerie de la grosse politique de santé publique, je pense qu'il faudrait faire confiance à des innovateurs comme cela, des entrepreneurs comme cela, parce que ça reste comme des entrepreneurs, qui essaient de répondre à des besoins réels de manière très concrète et très rapide. Claire, et donc, on parle souvent d'aide publique au développement et de transfert de technologies qui pourraient se faire du nord vers le sud et ainsi de suite. Est-ce que la solidarité entre médecins ne permet pas souvent, parce qu'ils dialoguent beaucoup dans votre émission. Oui, moi, c'est vrai, c'est intéressant de le dire. Il y a une genre de coopération que je trouve informelle entre médecins du nord et du sud. Les médecins, moi, la plupart du temps, j'ai un médecin en studio à Paris, qui est un médecin évidemment du coup de la région parisienne ou de France, et je le fais toujours dialoguer avec un médecin sur le continent africain pour comprendre la réalité de l'accès aux soins et des traitements dans le pays. Très souvent, en fait, ils sont en lien avant. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où il me dit « oh, mais je le connais très bien », où il est venu en formation, où on va à des congrès ensemble. Donc là, il y a un échange d'informations, de formation qui est très intéressant. Ça, c'est le premier point. Il y a des grands échanges en termes de recherche. Là, par exemple, je pars à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un symposium de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, une agence française qui a une antenne à Abidjan entièrement tenue par des Ivoiriens, et on est dans un exemple de coopération nord-sud en termes de recherche incroyable, où il faut absolument mener de la recherche appliquée en Afrique, menée par les Africains, et où il y a un niveau de chercheurs, de compétences incroyable. Donc oui, alors c'est vrai que là on peut parler de ce côté un peu positif, il y a une coopération relativement informelle ou formelle entre médecins qui se fait, mais on sent bien que ça ne suffit pas tant qu'il n'y aura pas un investissement, il faut le redire, des pays. Et moi, je pense aussi de la communauté internationale. Je crois que la communauté internationale doit faire plus pour les systèmes de santé. D'accord. Est-ce que le bémol, c'est pas que ces coopérations-là ne fonctionnent que sur les maladies médiatiques, en quelque sorte? Oui, c'est exact. C'est exact. Elle fonctionne davantage sur les maladies médiatiques ou les maladies dont les médias parlent à un moment donné. Et on a parlé de maladies non transmissibles. Aujourd'hui, moi, je suis du Niger. Quand j'apprends régulièrement que telle personne est décédée d'AVC, est décédée de diabète, telle personne. Donc, il y a des maladies qui sont des maladies relativement oubliées sur lesquelles, à mon avis, il faudra se réengager. Il faudra mettre davantage d'accent, il faudra donner des moyens. Pendant très longtemps, la coopération internationale s'est désengagée des secteurs qu'elle a considérés comme non rentables. Des secteurs qui ne produisent pas tout de suite ici et maintenant des bénéfices. Or, la santé, c'est un investissement sur le long terme. Comme on l'a dit depuis le début de cette émission, c'est peut-être même le secteur qui précède les autres. Chacun à son niveau peut en faire l'expérience. Le jour où vous vous portez mal, tout le reste, vous l'oubliez. Vous êtes plus productif pour votre pays. N'a aucune importance. Vos projets, vous les oubliez. Donc, il y a un besoin, à mon avis. Et comme je l'ai dit,
pour moi, c'est à nos pays de définir des priorités. Et à la coopération internationale de suivre les priorités qu'on a définies. Et on a vu avec quelles difficultés aux États-Unis, hein, l'Obamacare a été. Oui, absolument. A été Mais instauré. Obama s'est accroché. Donc il faut que si par exemple le Niger ou le Mali sont en négociation avec un partenaire international, qu'il insiste pour qu'on construise un hôpital de la femme et de l'enfant, il faut que le pays argumente aussi. Souvent, lui, comme je vous ai dit, oui, mais nos pays prennent l'avion, les gens prennent l'avion, et voilà, et on a un séminaire à New York où, je ne sais pas, on a une négociation. Les dossiers ne sont pas préparés. Il faut absolument que les dossiers soient préparés. Mais c'est dit, construire un hôpital, hôpital. le rapport de force Oui, pour mais imposer aux gens. juste construire un hôpital, ça suffit pas. Moi, j'en ai un peu marre de voir des hôpitaux tout neufs, flambant neufs, construits ça, par la il y a communauté pas de internationale, sur lequel la communauté internationale ne veut pas financer les Les frais de éléphants fonctionnement. Oui, exactement. Et on dit la même chose en anglais d'ailleurs. White elephant. La communauté internationale ne veut pas financer le fonctionnement. Ça ne sert à rien aujourd'hui de construire des hôpitaux si la communauté internationale n'aide pas au financement du fonctionnement de l'hôpital. Quand je parle d'un hôpital, je parle de l'ensemble, de A à De toute Z. la chaîne. C'est-à-dire le plateau technique, les médecins, les ambulances qu'il faut, le groupe électrogène, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ce n'est pas l'affichage. L'accès à l'eau potable également, parce que par moment, c'est indispensable aussi. Absolument, l'accès à l'hôpital. Et à mon avis, nous avions, depuis le début de cette émission, parlé d'une question essentielle, c'est l'urgence d'avoir une sorte de couverture sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mutualise. Il faut qu'on mutualise. Ceux qui sont riches payent pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Il faut qu'on cotise, qu'on ait une couverture sociale. Et sur ce point, si vous avez remarqué dans nos pays, il y a aujourd'hui une discrimination inacceptable. Il y a partout des caisses nationales de sécurité sociale qui ne profitent qu'aux fonctionnaires, qu'à ceux qui ont cotisé ou aux gens qui sont dans le privé. Les autres sont des laissés pour compte. Donc, il faut qu'on parte au-delà de ce système qu'on a créé avec les caisses, les caisses nationales de sécurité sociale pour avoir une couverture maladie universelle dans nos pays qui permettent. Il y a des pays comme le Gabon qui ont créé la CNAMGS, il y a des pays qui tentent d'autres expériences. Donc, en tout cas, il faut qu'on ait la couverture sociale, même si les gens doivent cotiser 100 francs CFA par mois. Hein, il faut qu'on puisse, quand ils sont malades, qu'ils puissent être pris en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Cameroun, même dans d'autres pays africains. Oui. Si vous faites un accident de la route et qu'on vous amène aux urgences, la première chose qu'on cherche à savoir, est-ce que vous serez capable de payer les soins qui vont vous être fournis? Donc, quand vous êtes dans le coma, c'est difficile de répondre. C'est vrai. Et c'est le moment justement d'aborder la question de la corruption, notamment dans le domaine de la santé. Et on l'aborde avec cette intervention d'Amina Yamyan. On le dit depuis longtemps, mais le réveil de l'Afrique, il faut absolument qu'il ait lieu. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes dans leur pays doivent absolument organiser à la fois l'éducation de leur jeunesse, l'accès au moins à l'eau potable et à l'énergie, et une organisation sanitaire qui soit plus ou moins solidaire. Peu importe le système. Moi, je ne plaide pas spécialement pour une démocratie sur un mode européen qui a démontré ses limites. Je suis absolument pas ni naïve ni dupe. Je sais que la corruption a lieu dans les plus hautes sphères des États, que ce soit d'Afrique ou des autres pays, y compris soi-disant plus avancés sur le plan démocratique, mais même si ça doit avoir lieu, ce serait intéressant que ce ne soit pas massif, pour pas que la population soit complètement spoliée, et que ceux qui ne peuvent s'empêcher de, on va dire vulgairement, mettre la main dans le pot de miel, bon, un peu, c'est pas en effet très grave. Ce qui est très grave, c'est que si au nom de récupérer de l'argent dans une organisation qu'on va appeler au sens large de la corruption, alors le peuple entier, ou la masse du peuple, ou l'immense majorité, n'a accès ni à l'eau, ni à l'organisation sanitaire, ni à des soins, ni à l'éducation, c'est pas audible. Et en plus, moi j'ai d'immenses craintes parce que de nombreux pays africains aujourd'hui ont leur richesse assise sur l'extraction de pétrole. Le prix du baril vient de baisser à peu près de moitié. Personne n'aime baisser son niveau de vie, y compris les corrompus. Ceux qui sont assis sur la corruption et qui aujourd'hui voient tout leur trafic baisser de 1/2,
en proportion, vont nécessairement, s'ils veulent maintenir le niveau de corruption où ils se situent, être obligés de corrompre et de piquer dans le pot 2 fois plus. Et je pense que là, la masse des citoyens africains de base n'a pas fini d'en baver. Ce n'est que le début. Claire Hédon, c'est grave. On n'a pas gentil fini de d'en me donner baver. la parole tout de suite sur la corruption. Oui, oui, c'est un gros problème. Moi, j'ai juste envie de citer le cas du Gabon. Je veux dire, 1,5 million d'habitants, un pays riche en pétrole. Comment il n'y a pas un accès aux soins qui est meilleur au Gabon? Ce pays est scandaleux. Mais je citerai aussi le Congo-Brazzaville. Il y a des pays qui ont tout à fait les moyens de financer un accès aux soins pour tous à un niveau correct. C'est une question, on en revient, de volonté politique. Et effectivement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de corruption. Et je suis assez d'accord, il peut y avoir un minimum de corruption, on ne va pas être naïf, je veux dire, ça existe. Mais c'est scandaleux. Oui, il y a un certain nombre de pays qui sont scandaleux, sur lesquels l'état de santé devrait être bien meilleur. Non, je suis tout à fait d'accord avec Claire Hédon. Il y a des choses qui ne se justifient pas. On ne peut pas, dans un pays pétrolier, découvrir que les ascenseurs du CHU principal de la capitale sont en panne. Vous parlez de pas un Brazzaville. Il n'y a pas d'électricité au CHU de Brazzaville. Je ne parle de quel pays. Mais si, il faut en citer. Moi, j'ai fait un reportage au CHU de Brazzaville. Pas d'électricité au CHU de Brazzaville. On a vu cette Politiquement difficulté. incorrect. Hein. Lorsque un drame récent s'est produit dans ce pays, on a vu qu'il y avait des difficultés de prise en charge des blessés. Des explosions en pilaire. Absolument. Ah, Donc, Brazzaville. il y a un problème à ce niveau-là. On ne peut pas dire que lorsqu'on fait le rapport entre les ressources du pays et la qualité du système de santé, il y a un problème. Et ce problème ne peut s'expliquer que par la disparition des richesses du pays. C'est pour cette raison, comme disait Oufette, même quand on vole, il ne faut pas tout voler. Donc, j'ai c'est ce qu'elle a dit. Même dans d'autres pays, les gens prennent, mais ils ne prennent pas tout. Donc il faut laisser au moins pour que les structures de santé puissent fonctionner et que la population se porte mieux. Déjà que les hôpitaux soient construits à la base, parce que souvent l'argent qui est destiné à la construction est détourné avant même que l'hôpital, les fondations de l'hôpital ne soient posées. Oui. Mais moi j'ai l'impression en fait que ça ne choque que nous. Hein. Je suis désolée de le dire parce que ce problème il est pas récent. Ça fait bien, je sais pas, on va dire. Je ne vais pas dire depuis les indépendances, mais on va bien dire une trentaine d'années. Allez, depuis les crises du franc CFA qu'on parle de ce problème. Et comment ça se fait que, voilà, 25 ans plus tard, en plus avec les taux de croissance qu'on connaît, même si, comme le disait Amina tout à l'heure, certainement tout ceci va peut-être un peu se tasser, mais comment ça se fait qu'il n'y ait que les citoyens que ça choque? Et que faire aujourd'hui pour que ça change? Donc, bon, j'ai à titre personnel pas de réponse toute faite, il n'y a pas de solution toute faite, mais néanmoins, je pense que plus que jamais aujourd'hui, avec les canaux de communication que nous avons, les canaux d'interpellation des dirigeants que nous avons, et cette chaîne en est l'une, je pense, leur dire, écoutez, c'est pas tenable. Vous avez en face de vous des populations jeunes qui ont en plus des rêves, qui ont envie de faire autre chose que de s'inquiéter de comment elles vont faire pour manger à la fin du mois, ou comment faire pour se soigner, ou comment faire pour que leurs amis, leurs camarades de classe ne soient pas tous morts avant qu'ils aient tous un travail. Donc voilà, il faut répondre à ces questions-là et à interpeller ces... Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais au-delà de l'interpellation des autorités, il y a aussi l'interpellation des citoyens. Quand on voit le budget qui est investi pour le blanchiment de la peau, pour l'achat des mèches brésiliennes, indiennes ou autres, ça pourrait également contribuer à améliorer les conditions de soins sur le continent. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il faut savoir une chose, sans encourager effectivement la corruption, le jeune médecin qui a fait ses études, qui a passé toute sa vie sur les bancs, qui se retrouve à devoir justement être obligé de tout monnayer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les brousses, les gens n'ont pas les moyens, ils ne viennent pas avec les CFA, ils payent avec la chèvre, la poule, ils ramènent ce qu'ils ont. Le produit de leur travail. Voilà, le produit de leur travail. Il est obligé, c'est-à-dire qu'au début, il dit non, mais finalement, il est obligé d'accepter. Parce que déjà, son salaire n'arrive pas quand il faut. Et en plus de ça, il se dit, mince, alors au bout de 3 mois, finalement, j'ai même pas d'argent, donc je vais être obligé d'accepter la chèvre et tout ce qu'on me ramène. Donc voilà, d'une certaine façon, il devient corrompu. Parce que finalement, il va accepter ce que, oui, mais moi, je t'ai ramené 30 chèvres, est-ce que ma fille ne peut pas être opérée tout de suite? On fait ce qu'il faut, donc il est obligé. Là, c'est plus du troc que de la corruption. Je dirais pas que c'est du troc, parce que justement, chacun ramène ce qu'il a en disant, elle est plus malade, ma fille est plus malade, ma femme est plus malade, donc qu'est-ce qu'on fait? Pour passer prioritairement. Tout à fait, pour passer prioritairement. Donc, ils essayent de faire ce qu'il faut. Après, il y a une autre échelle, effectivement, de la corruption.
mais bien sûr qui n'est pas tolérable. On l'a dit tout à l'heure, il faut une vraie volonté politique. Il faut que, depuis le haut, effectivement, qu'on éduque toute la population. Ensuite, vous avez soulevé une question qui est assez intéressante. Les jeunes femmes qui achètent justement des rajouts qui coûtent très cher ou qui se blanchissent la peau, ça, c'est encore autre chose. Parce que je pense qu'au niveau du blanchiment de la peau, c'est un véritable problème de santé publique. Tant que les États n'auront pas effectivement déclaré que c'est un fléau, que ça va entraîner des cancers et que derrière, ces personnes-là ne pourront pas bénéficier d'évacuation sanitaire, ce sera trop tard et qu'effectivement, nos populations vont être décimées. Tant qu'elles n'auront pas tiré la véritable sonnette d'alarme, je pense que ça va continuer. Et malheureusement, il n'y a aucune communication. Ça nous choque, comme elle disait tout à l'heure, Julie, ça ne choque que nous, en fait. Mais je veux dire, quand on voit le volume d'argent qui est brassé, je ne veux pas dire que c'est comparable avec ce qu'on voit en matière de trafic de médicaments, mais c'est quand même pas très loin en termes de proportion. On parle en milliards de francs CFA quand même. C'est vrai d'ailleurs qu'il y a en ce moment, il y a tous les grands leaders de marques de cosmétiques qui veulent justement, qui font des produits pour les peaux justement noires et métissées ou pour les cheveux afro, disent que la femme noire est celle qui dépense 3 fois plus que la femme caucasienne. C'est ce qui est dit, rien que blanche, dans les produits, parler, blanche pour parler couramment. C'est ce qui est dit. Après, dans le blanchiment de la peau, je n'ai pas de chiffres précis, mais il y a effectivement, c'est vrai qu'elles dépensent énormément. Ça coûte très très cher de se faire blanchir la peau. Et celles qui n'ont pas d'argent font des mélanges. Tout à fait. Explosifs. Explosifs pour ça. Oui, mais encore une fois, ça c'est l'argent d'une certaine population. C'est pas, à mon sens, ça représente des dollars, mais est-ce que ça résout cette question-là? Je ne sais pas. Si c'était investi dans le circuit normal, je pense que ça contribuerait quand même à résoudre une partie des problèmes. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec le fait d'opposer, de rendre un peu responsable. Dépenses de prestige. Voilà. Je pense qu'on est dans une société quand même d'apparence, il faut le reconnaître. Même si on est en Afrique, aujourd'hui, voilà, ce qui se passe à la seconde ici est su à l'autre bout du monde. Donc, on ne peut pas reprocher à des personnes, surtout si elles sont jeunes, qu'elles sont jolies, qu'elles ont envie de se faire belles. Je veux dire, ça me paraît... voilà, c'est... Enfin, il faut pas les... Elle serait d'être plus blanche. Absolument. Et les blancs, je ne parlais pas. Je parlais de s'acheter des rajouts, etc. Oui, bien sûr. Maintenant, sur effectivement le problème du blanchiment de la peau, il y a 2 choses. La première est qu'il faut qu'on reconnaisse que dans nos sociétés, plus on est clair, mieux ça passe. Il faut le dire. Ça, non, moi je ne suis pas d'accord. Non, mais il y a des sociétés où c'est le cas. Par exemple, il y a des femmes sénégalaises. On pourrait vous dire ça en Inde, avec les intouchables qui sont trop sombres. Voilà, ce serait la même chose. Qui sont mises de côté ou qui ne trouvent pas de mari ou qui ne sont pas assez attractives. En tout cas, elles ont la perception, c'est la perception. Oui. Et en Asie aussi, on retrouve ça de plus en plus avec les japonaises ou les chinoises, oui. Moi, je pense que c'est plus une question de... Il faut remettre, à titre personnel, je suis partisane de remettre un peu les canons de beauté africains sur le centre. Quand on voit dans les années 70, les femmes qui passaient à la télé, les stars qu'on avait Angela à l'époque, Davis. voilà, ou Myriam Makeba, sans même aller aussi loin, elles étaient, je ne prône pas forcément qu'on ait des cheveux naturels, mais qu'on ait aussi des canons de beauté africains qui parlent à des jeunes filles qui se disent « je peux ressembler à cette femme et être considérée comme belle ». Bon, ça, après, c'est autre chose. Maintenant, sur le problème de l'hydroquinone, pour citer le produit, et du blanchiment de la peau, comment dire, c'est un problème de santé très grave, mais qui n'est même pas perçu comme tel par la plupart des personnes qui ont recours à ces produits-là. C'est-à-dire que, aussi bien même, c'est récemment que la santé a commencé à considérer les effets secondaires et néfastes de ces produits-là. Mais les personnes qui les mettent elles-mêmes, elles ne sont peut-être pas conscientes. Peut-être même jusqu'au jour où, effectivement, elles vont arriver à un point de non-retour, où elles vont avoir la peau brûlée, où elles vont avoir... Et peut-être même des fois développer des maladies qu'elles ne vont pas forcément assimiler directement. Oui. Des cancers qu'elles ne vont pas assimiler directement à ces produits-là, parce qu'on dit que voilà, les cancers ne sont pas très développés en Afrique, mais c'est faux de dire ça. Aujourd'hui, il y a des problèmes de peau qui sont liés à l'administration de ces produits-là. Et c'est dommage que dans ces pays-là, sur le territoire africain, l'interdiction d'importation de ces produits-là ne soit même pas, je veux dire, c'est même pas, on n'en parle même pas. Bon, certes, à Kinshasa, il n'y a pas longtemps, on a vu qu'il y a des grandes affiches pour lutter contre le blanchiment. Au Sénégal également. Et au Sénégal, il y a eu une grosse campagne initiée par des jeunes, notamment, je tiens à le signaler, c'est important.
c'est très bien, mais ça ne coupe pas la source, en fait. Il faut couper la source. Est-ce que je peux juste, Juste le mot de la fin Oui, voilà. en une dizaine de secondes. En une dizaine de secondes. Alors, quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut remettre les canons de beauté, en fait, c'est aussi ça le problème. C'est que dans les canons de beauté africains, on a de tout. On a de la plus noire à la plus claire. Ça existe. Il ne faut pas mettre uniquement les plus clairs en valeur ou les plus noirs. Je ne suis pas d'accord. Ensuite, il y a une campagne, il y a la marque Dove qui a fait justement la plus belle femme du monde. Ils ont dit, dans notre casting, on a commencé par sélectionner, on a enlevé toutes celles qui étaient plus claires étaient défavorisées. Donc c'est une discrimination. C'est quand même une discrimination. C'est une discrimination qui est très grave parce que au nom de quoi? Moi je suis africaine, je suis claire de peau. Donc au nom de quoi? Justement, vous avez raison dans ce sens-là, il faut toutes les remettre. Les artifices, je suis d'accord avec vous, on peut jouir d'artifices aujourd'hui, c'est pas un problème. Cependant, quand vous disiez tout à l'heure que les personnes en fait, on laisse rentrer les produits justement à base d'hydroquinone, c'est pas vrai parce qu'elles se font opérer aux États-Unis, en Angleterre, elles payent. La Kenyane, justement, Vera Sidibé, qui a dépensé 170 000 € justement pour ça. Donc, oui, mais c'est quand même une élite. Ça reste mais un centième de la population. En attendant, il y a des personnes dans les quartiers qui font ça. Qui le font. Absolument, donc, de façon plus artisanale et plus dangereuse ça, encore. Claire Hédon, votre mot de la fin? Alors moi, je dirais quand même, ça fait 12 ans que je fais cette émission Priorité Santé. Je voudrais finir sur une note positive. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration de l'accès aux soins en Afrique. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on a dit, je trouve qu'il y a plein de problèmes. Mais en 12 ans, j'ai vu des avancées. Alors certes, pas mal sur les maladies infectieuses, effectivement, sur le paludisme, sida, tuberculose, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a une prise de conscience, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur toutes ces questions-là. Donc je pense qu'on avance, mais il faudrait qu'on avance beaucoup, beaucoup plus vite. Seydi Kaba. Moi, je crois qu'on a dit des choses essentielles. C'est l'une des choses essentielles qu'on a dites ce matin, c'est de remettre la santé au cœur du développement, au cœur de nos politiques. Je sais que l'environnement aujourd'hui est tel que la sécurité est devenue une priorité à cause de la montée des mouvements djihadistes, etc. Mais il ne faut pas, sous ce prétexte-là, que nous occultions l'urgence de remettre la santé au cœur du développement parce que c'est elle la clé du développement. Et il faut qu'on ait conscience de cela. Merci Seydi Kaba, merci Claire Hédon, merci également à Julie Owono, merci à Karine Orio, merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au terme de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Politiquement Incorrect. Merci.